Philippe Bobola, bonjour. Bonjour Euh, Pierre-Antoine. pour cette émission sur géopolitique profonde, nous allons traiter aujourd'hui des virus et autres ennemis invisibles. Donc c'est la première, enfin c'est une émission qui sera peut-être déclinée en plusieurs parties sur une thématique, eh bien comme tout le monde s'en est rendu compte depuis plusieurs années, très importante dans la manière dont les populations sont gouvernées. Commençons par l'actualité la plus brûlante. On nous parle d'un nouveau virus. Déjà, pour commencer, pourquoi toute cette alerte? Finalement, qu'est-ce que réellement qu'un virus? Les virus sont des êtres microscopiques qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. En 1925, on considérait que la taille d'un virus était entre 0,01 micromètre, le micromètre c'est le millionième de mètre, et 0,3 micromètre. Mhm. Maintenant, on estime que les virus ont une taille qui va de 10 nanomètres à 400 nanomètres, donc invisible à l'œil nu. Alors, c'est intéressant d'avoir une idée des tailles parce que quand on a vu avec le Covid-19 que des gens étaient persuadés que le masque les protégeait des éventuels postillons qui portaient une charge virale, bah souvent les mailles du masque étaient beaucoup plus grandes que le virus, donc il pouvait passer. Bon, il y a eu plein d'anecdotes. Je me souviens d'un libraire dans ma ville qui s'était complètement muré. Et je lui avais dit, ben, il pouvait passer par le haut, quoi. Il n'avait pas pensé que le virus pouvait passer par le haut. Alors, on va faire un petit rappel historique. Euh, les virus ont commencé à être étudiés sur les végétaux. Donc, Dimitri Ivanovski, un Russe, c'est pas très bon en ce moment d'être russe, constate qu'il existe des virus chez les végétaux. J'en profite pour dire qu'il existe des virus chez les humains, chez les animaux, chez les insectes, chez les champignons. Donc, le monde viral prolifère. Et donc, lui, il constate qu'il existe des dégâts sur des plantes à cause d'un virus, le virus de la mosaïque du tabac, pardon. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des feuilles contaminées, il en fait un broyat. Il pense qu'il a isolé une toxine. Alors, on est dans les années 1880, allez, on va dire 96. Il faut dire que juste avant, en 1884, Charles Chamberlain, un collaborateur de Pasteur, a inventé une filtration à porcelaine. Et donc, ça lui permettait de filtrer les bactéries. Alors, pour avoir un ordre de grandeur, une bactérie, c'est 10 fois plus gros qu'un virus en moyenne. Et les cellules, c'est à peu près 10 fois plus grosse qu'une bactérie. Voilà à peu près l'ordre de grandeur. Et donc, un dénommé Martinus Wilhelm Beijerinck, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il prend une feuille contaminée, il en fait un broyat et il isole ce qui était supposé être une toxine et il arrive à contaminer d'autres plantes. À Mhm. l'époque, on pense que ce sont plutôt des bactéries. D'ailleurs, c'est ce que pensait Ivanovski. Et lui, il dit, il y a tellement de dilution, parce qu'à chaque fois qu'on fait des broyats, on perd, c'est forcément une toxine. Et puis progressivement, on arrivait à l'idée de virus. Alors, les premiers virus ont été étudiés sur les plantes, chez les bovins, par exemple, Frédéric Laufer et Paul Frosch ont découvert le virus de la fièvre aphteuse du bétail, et puis à peu près en 1900, c'est la fameuse fièvre aphteuse. Alors, progressivement, le monde des virus est rentré dans la biologie, et il y a eu beaucoup de mal à comprendre cette contamination, finalement. Le premier, c'est un historien romain, Varron, qui lui avait compris que certaines eaux pestilentielles pouvaient véhiculer des particules virales qui contaminaient. Mhm. Alors,
On s'est rendu compte par la suite, on est en 1908, Ellerman et Bang s'aperçoivent que on peut isoler des virus chez le poulet et contaminer des poulets sains. Et donc, ça pose le problème, on verra, qui n'est pas encore complètement résolu, de la communication, la contamination interpersonnelle ou interanimalière. Mhm. Voilà. Je peux en dire deux mots déjà. On s'est rendu compte que la propagation se faisait trop vite pour qu'elle soit uniquement due à cette contamination de personne en personne. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs au début de la pandémie. On a vu une sorte de synchronisation des pandémies dans différents endroits alors que les distances étaient très grandes. Donc il fallait un certain temps. Et Oui. pour que les gens puissent voyager et se contaminer, surtout à l'époque où on voyageait en train ou à chevaux et on n'avait pas les moyens que nous avons. Donc ça Est-ce que, reste toujours un point d'interrogation. est-ce que ça veut dire que les humains ont en eux quelque chose qui viendrait interagir avec cette agression extérieure qui ferait que ça s'active Ben, disons que c'est polyfactoriel. mhm. Il y a une saisonnalité des virus, ce que tout Oui, le c'est monde sait, ça. ça dépend de la température, de l'humidité, du stress de l'individu. Quand on est stressé, on abaisse sa défense immunitaire. Donc, il n'y a pas un seul facteur, vous voyez, Mhm. qui intervient. Alors, par la suite, bah, on a commencé à mieux comprendre ces virus et puis on s'est rendu compte il pouvait même avoir des virus qui parasitaient, le mot est donné, parasiter, et les bactéries, on appelle ça des bactériophages, d'accord? Mhm. Et donc Frédéric Twort va le premier voir des virus, des bactéries, puis par la suite, on va c'est Félix RL qui va véritablement mettre en évidence les bactériophages. Et puis après, il y a eu des progrès en microscopie. Par exemple, la microscopie électronique permet d'avoir un grossissement qui peut aller jusqu'à 100 000 à 1 million de fois. Donc, on pouvait voir ça. On a vu au niveau de l'épidémie du sida, la pandémie du sida, effectivement, la microscopie électronique a été une façon d'approcher. Et puis, par la suite, on a pu comprendre les éléments qui composaient un virus. On a pu, ce qu'on appelle les cristalliser, et en envoyant des rayons X dessus, bah, on avait une idée de la structure des virus. Voilà, en gros, les lignes. À partir des années 30, on considère que un virus, ça comporte un matériel génétique. On reviendra un petit peu sur les bases parce que pour beaucoup d'auditeurs, c'est des mots, mais on va essayer un petit peu de les simplifier. Je dirais, j'aime Mhm. pas le mot vulgariser parce qu'il y a le mot vulgaire. On va Oui, populariser. oui. Alors, comment on peut représenter un virus? Alors, j'en profite pour faire une parenthèse. Évidemment, il y aura forcément des questions sur les exosomes ou sur les microzymas. Donc, on va considérer que nous allons aborder classiquement la notion de virus et que ce n'est pas une émission qui est consacrée aux microzymas ou aux exosomes, même si ces approches sont intéressantes. Mais on va prendre l'arme de l'adversaire, si je puis dire, Mhm. la virologie classique, et essayer de voir comment ils envisagent les virus, quels sont leurs modes d'être, de penser et d'agir, parce qu'on pourrait presque parler d'une pensée Oui. dans le virus, sans faire Oui, parce que juste pour les la auditeurs, démission. enfin les spectateurs, on partira en conclusion d'émission sur une partie sur la virologie politique, en quelque sorte. Comment c'est Oui, employé, voilà, c'est un voilà. petit peu ça l'idée, quoi. Alors, Claude Chastel, qui fut un bon virologue, qui a fait sa carrière à l'Institut Pasteur, définissait ainsi un virus. Alors, c'est une définition qu'on va par la suite commenter. Un virus est un objet biologique particulier, subcellulaire, contenu à l'intérieur de la cellule, infectieux, doué de continuité génétique, c'est-à-dire il est capable de se reproduire, de grandes capacités évolutives et constitué de matériel génétique, on verra ADN ou ARN, on fera la différence. C'est ce qu'on appelle un parasite obligatoire. Pour pouvoir se répliquer, il a besoin de cellules vivantes et pour cela, il va parasiter
profondément et ou durablement les cellules qui l'infectent. Donc, un parasite obligatoire, ça veut dire qu'il n'est pas autonome pour pouvoir se reproduire. Alors, souvent, les biologistes se sont posé la question, est-ce qu'un virus est vraiment vivant? Alors, pourquoi on se pose cette question? Parce qu'en cybernétique, une science qui a été introduite par Norbert Wiener, c'est lui qui a posé les bases, on dit que tout être vivant doit être capable d'auto-organisation. Donc, il est capable de s'organiser par lui-même, il n'y a pas besoin d'un chef d'entreprise, d'auto-régulation, d'auto-reproduction et d'auto-conservation. Ce qui est Mhm. important, c'est le mot auto. Là, un virus, il a besoin d'une cellule qui l'infecte pour pouvoir se reproduire. Alors, ça m'amène à introduire, c'est quoi une cellule? Ben, c'est un petit univers entouré d'une membrane. Alors, une membrane, c'est ce qui permet à la cellule, c'est très intéressant, on va faire un parallèle avec la société, la géopolitique, de séparer l'extérieur de l'intérieur. Généralement, les êtres vivants sont constitués de molécules qu'on appelle des biomolécules, qui sont les protéines. Alors, une protéine, elle est faite d'un ensemble d'acides aminés liés les uns aux autres. On pourrait comparer ça à un collier de perles, vous voyez? Alors évidemment, les acides aminés sont liés par des liaisons qu'on appelle des liaisons peptidiques et l'enchaînement linéaire de ces acides aminés forme une protéine qui aura, en plus d'avoir une structure linéaire, ce qu'on appelle la structure primaire, une forme dans l'espace à 3 dimensions. Ensuite, vous avez les glucides, qu'on appelle aussi les sucres, et vous avez les acides gras qu'on appelle les lipides. Donc, une membrane, elle est faite principalement de phospholipides, c'est-à-dire des acides gras phosphorés, de protéines, et d'une molécule qui est particulièrement sous les feux des projecteurs en médecine allopathique, le cholestérol. Alors, à quoi ça sert une membrane? Ben, ça sert à permettre une sélection de ce qui rentre et ce qui sort d'une cellule. On dit que la membrane est semi-perméable, c'est-à-dire qu'elle rentre, elle laisse rentrer les éléments qui lui sont nécessaires et ça permet aussi à la cellule de se débarrasser de ses déchets. À l'intérieur, il y a une espèce de gel qu'on appelle le cytoplasme avec des petits organes qu'on appelle des organites. Généralement, dans les cellules animales ou végétales qu'on appelle eucaryotes, karyos, ça veut dire le noyau, vous avez un matériel génétique. Pour nous, c'est l'ADN qui a une forme en double hélice. Alors, les virus peuvent avoir eux aussi un ADN simple brun ou double brun, mais il existe une autre molécule qu'on appelle l'ARN. Alors, si on se focalise sur le noyau, alors je fais abstraction des autres organites, évidemment, tout ça est auto-régulé et auto-organisé. Les cellules sont capables de se diviser pour les cellules évidemment somatiques, c'est-à-dire qu'une cellule mère va donner 2 cellules filles. Et il faut qu'il y ait un partage équitable du matériel génétique, l'ADN, de la molécule mère. Et donc, euh, ce partage équitable, c'est à l'origine de la vie. Alors, quand l'ADN, une molécule d'ADN mère donne 2 molécules d'ADN fille, on appelle ça la réplication. Et donc, il y a une information génétique, c'est le terme utilisé, qui va permettre à la cellule de fabriquer notamment ses protéines. Et pour fabriquer ces protéines, il faut que l'ADN se transforme en ARN messager. Alors, l'ADN est un double brin qui a une forme en double hélice. L'ARN messager est simple brin. Il va sortir du noyau. Le noyau est entouré d'une membrane avec des pores et aller retrouver un organite qui s'appelle le ribosome. Et le ribosome va se déplacer le long de cet ARN messager comme une tête de lecture d'un magnétophone. Et à ce moment-là, ça va permettre la construction d'une protéine. Et donc, on résume les étapes essentielles qu'on utilisera. L'ADN est capable de se répliquer, c'est-à-dire qu'une molécule d'ADN mère est capable de donner 2 molécules d'ADN fille. Une molécule d'ADN est capable de se transcrire. La transcription, c'est la transformation de l'ADN en ARN messager. On passe d'un double brin à un simple brin. Messager, ça veut dire qu'il porte un message. Et lorsque le ribosome lit
ce qui est inscrit en termes d'informations génétiques sur l'ARN messager, ça se fait en dehors du noyau, ça s'appelle la traduction ou la synthèse des protéines. Alors, les virus sont soit des virus à ADN ou des virus à ARN. D'accord? Alors, la structure d'un virus est la suivante. Il y a donc un ADN, simple brin, ou plusieurs brins, on appelle ça fragmenté, des fragments d'ADN ou d'ARN, dans une sorte de structure qu'on appelle une capside, qui a une forme presque cristalline. Et puis, le tout peut être entouré d'un manteau qu'on appelle péplos. D'ailleurs, ça a donné le terme péplum, les, les films romains. Donc, c'est un petit peu un exercice d'imagination. On a euh, un manteau Mhm. qui entoure une capside avec un matériel génétique à l'intérieur qui peut être soit de l'ADN, on parlera de virus à ADN, ou de l'ARN, de virus à ARN ou rétrovirus. Alors, comment le parasitage va se faire? Alors, le virus va, comment dirais-je, sélectionner certaines cellules dites permissibles ou permissives. C'est-à-dire qu'il y a des virus qui vont pouvoir parasiter certaines cellules. Par exemple, on sait que dans le cas du Covid-19, on pouvait parasiter les cellules qui constituent le système circulatoire, les cellules pulmonaires, l'intestin, etc. Il y avait un certain nombre de cellules dites permissives. Alors, le virus n'a pas toujours un manteau, il peut être sans manteau, il faut le savoir. Mais si on prend un virus avec un manteau, il est entouré d'une membrane qui Mhm. a la même caractéristique que les membranes de la cellule. Donc, il va y avoir une adhésion. Et comme une clé qui va rentrer dans une serrure, le manteau a des protéines. Dans le cas du Covid-19, c'est la protéine spike, la fameuse protéine spike. Et donc, à ce moment-là, elle va se fixer sur un récepteur. Quand la fixation se fait, eh ben, il y a une entrée dans la cellule, d'accord? Et puis après, eh bien, le virus, il doit se débarrasser de sa capside. Quand il s'est débarrassé de sa capside, bah, il libère soit un ADN, soit un ARN. Si c'est un ARN, eh ben, il peut utiliser les ribosomes et produire les protéines qui le constituent et retrouver sa constitution initiale, mais avec un grand nombre de copies, ce qui fait qu'il va épuiser la cellule. En fin de compte, c'est un peu comme en économie capitaliste, on détourne euh, le fonctionnement génétique d'une cellule parasitée pour la forcer à produire son ennemi en quelque sorte. Mhm. C'est ça un parasite. C'est-à-dire, au bout d'un moment, bah, il parasite tellement la cellule qu'il finit par la tuer. Par Et la l'épuiser. cellule, en mourant, bah, va libérer ce qu'on appelle les virions. Alors, on fait une différence entre virion et virus. Virus, c'est toutes les étapes qui permettent au virion de pouvoir se reproduire. Et puis le virion, c'est la particule virale. Mhm. Alors, si D'accord. effectivement on a un virus ARN, il faut qu'il se transforme de l'ARN viral en ADN viral. C'est le cas du virus du sida. Il y a besoin d'une enzyme qu'on appelle la transcriptase reverse que le virus a. Et donc, il va transformer l'ARN viral en ADN viral et s'insérer dans l'ADN de la cellule parasitée. Et le Donc c'est but est toujours une... le même, c'est arriver à multiplier en grand nombre les copies du virus de départ et de tuer la cellule. La cellule, en mourant, bah, libère plein de particules virales qui Ouais. elles-mêmes vont à nouveau parasiter, etc., etc. Alors, les étapes, on va les résumer. Il y a d'abord l'adhésion, la pénétration à l'intérieur de la cellule, la décapsidation, c'est-à-dire la perte de la capside, la libération du matériel génétique, la réplication du génome viral ou du matériel Mhm. génétique viral, ADN viral ou ARN viral. Et ensuite, il va y avoir la biosynthèse des protéines virales, l'auto-assemblage, la morphogénèse, la réencapsulation, et puis après, la libération pour que le virus puisse à nouveau parasiter d'autres cellules. Donc, Mhm. voilà. Alors, c'est bien différent de la symbiose.
Puisque en écologie, on a la symbiose où deux entités biologiques A et B mettent en commun leurs atouts et complètent mutuellement leurs incomplétudes ou leurs déficiences. Dans le parasitisme, le virus va complètement vampiriser la cellule parasitée et finir par la tuer. Voilà. Et puis après, vous avez des intermédiaires, le commensalisme, où on va avoir différentes entités qui vont partager et s'aider mutuellement, mais c'est moins fort que la symbiose. Et le mutualisme, effectivement, où bah, il y a un peu une opportunité de partager. Voilà. Mais la forme la plus opposée à la symbiose, c'est le parasitisme. Mhm. Voilà. Intéressant. Alors, l'économie capitaliste est presque, on pourrait la qualifier de parasitaire, puisque finalement, elle pénètre dans un pays, c'est le FMI, et Ah puis on oui, finit par parasiter le pays qu'on est supposé aider et on finit par le tuer. Alors, comme je l'ai dit, le virus est un parasite obligatoire, et pour ceux qui aiment la symbolique, c'est vrai que d'avoir, dans cette période où on veut nous imposer la révolution industrielle 4.0, avoir un ennemi, le Covid-19, qui est un parasite obligatoire avec une société parasitaire, je trouvais que le parallélisme était assez parlant. oui. C'est-à-dire, finalement, c'est le parasite politique qui impose, enfin, qui nous fait, qui nous met en exergue un ennemi invisible pour justement augmenter son parasitisme sur le corps social qu'il a, sur lequel il s'est greffé. Avec l'idée aussi que le virus, dans l'idée mondialiste, enfin, pour les mondialistes, c'est toujours cette idée d'arriver à fusionner les nations ou les survivants des nations en une seule entité géopolitique globale. Et donc, il y a, comment dire, comme le politique ne fonctionne toujours que par rapport à un ennemi, si on veut dissoudre, comment dire, les relations internationales, eh bien, il faut un ennemi supranational. Et rien de mieux que le virus ou bien les catastrophes Oui, oui. naturelles, voilà, du type réchauffement climatique et autres, enfin, ou l'horizon de catastrophes naturelles, qui permet de mobiliser toute l'humanité, en tout cas Ça fait symboliquement. une cohésion, voilà. On Voilà. fait front contre une menace à court ou C'est-à-dire que, moyen terme voilà, pour la les survie de l'espèce humaine. extraterrestres ne s'étant pas encore manifestés, donc on n'a pas encore d'ennemis réels extérieurs à l'humanité, donc les ennemis, c'est les ennemis naturels et les virus et autres, et on voit que c'est par ce biais-là, bien que les institutions internationales ont réussi un grand coup avec le Covid, et puis continuent d'essayer d'amener la gouvernance mondiale, parce que si elle capote au niveau géopolitique, au niveau biopolitique, continuent d'avancer, d'essayer d'avancer leur pion. Ah Voilà. oui, tout à fait. Et on voit bien d'ailleurs que la pandémie dont on a changé la définition à l'OMS, autrefois, Oui, c'était euh, un agent pathogène qu'on retrouvait aux quatre coins de la planète avec un haut taux de mortalité. On a enlevé le haut taux de mortalité. Donc, à c'est la ça, limite, la tourista peut être considérée comme une pandémie. Voilà. exactement. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que des fois, des maladies virales, on verra pour la variole, parce que la variole, la varicelle, le monkeypox, c'est une même famille de virus. Et donc, il y a eu, on estime que par exemple, quand Cortés euh, est arrivé à Mexico, enfin voilà, en 1520, eh bien, un tiers du Mexique a été soumis à la variole et les conquistadors espagnols et portugais considéraient qu'ils étaient aidés par Dieu. Et Oui, donc, il y a eu une perte effroyable de gens. Et c'était pareil, c'était un parasitisme économique à venir avec une maladie parasitaire. oui, Alors, effectivement, voilà, alors c'est toujours angoissant quand on est face à un ennemi invisible dont on ne connaît pas le mode d'aide, presque de penser et d'agir. Alors, euh, au niveau de la capside, j'ai dit, elle avait une forme géométrique. Alors, on distingue, en dehors du matériel génétique, des capsides qui peuvent avoir une forme icosaédrique. C'est un polyèdre régulier platonicien qui est fait de 20 triangles semblables ou équilatéraux, et puis 12 sommets. Voulez-vous faire une idée? Vous regardez sur Internet, vous verrez ce que c'est un icosaèdre.
Et puis vous avez, alors parmi les virus dont la capside est icosahèdrique, les éléments de base qui constituent ces icosahèdes sont soit ce qu'on appelle des capsomères avec des pentasomes ou des hexasomes qui vont s'assembler pour former une structure icosahèdrique. Par exemple, euh, vous avez le parvovirus qui est fait de 12 capsomères. Vous avez le poliovirus bien connu, le virus de polio, 32 capsomères. Ou vous avez, par exemple, le papillomavirus qui avait aussi défrayé la chronique, cancer de col de l'utérus qu'on a mis en avant pour vacciner les jeunes filles, qui est fait de 74 capsomères, 72 capsomères, pardon. Et puis même un adénovirus peut être de 252 capsomères. Après, vous avez des formes hélicoïdales au niveau de la capsomère. C'est le virus de la mosaïque du tabac qu'on a évoqué. Et puis après, vous avez des virus à manteau ou nu. Et puis vous avez des virus mixtes comme les bactériophages qui n'ont pas une seule forme de capside. Mhm. Alors, André Lwoff, qui fut prix Nobel, Horn et Tournier, avait fait une sorte de classification. Bon, il y en a eu plusieurs, en disant ce qui caractérise un virus, c'est son ADN ou son ARN, c'est sa capside, la symétrie de sa capside, s'il a un manteau ou pas. Voilà un petit peu quelques critères qui permettent de classifier un virus. Alors, c'est assez étonnant parce que quand vous regardez ces parasites, ils ont vraiment presque une intelligence parler d'animisme, il y a vraiment une intelligence pour arriver à détourner la cellule de son programme et Ouais. de l'amener à s'auto-détruire à son insu, en quelque sorte, puisqu'on rentre dans le cœur du programme. Et chez les Mhm. hommes, on l'a évoqué, on ne va pas revenir dessus, mais c'est l'économie qui est le cœur du programme. Donc, on pourrait presque dire que depuis que le gouvernement Macron s'est installé, et il n'y a pas que lui, on a détourné le fonctionnement économique de la France dans un Oui. mode parasitaire. Mhm. Et Euh, oui, oui, allez-y. non. Alors, si vous voulez, de plus en plus en biologie, on pense que c'est un prix Nobel Joshua Lederberg. On est un super organisme. On a à peu près de l'ordre de 10 puissance 13 cellules, c'est-à-dire 10 000 milliards de cellules. Voilà. 10 fois plus de bactéries et 100 fois plus de virus. Là-dessus, vous pouvez ajouter des champignons qu'on peut éventuellement abriter, des parasites. Donc, c'est pas du tout la vision qu'on avait à l'époque de Pasteur. On est un super organisme. Et donc, il y a une espèce d'intelligence dans toutes ces formes Donc on est microbiennes. aussi Voilà. constitué même de différents autres organismes en fait qui Oui, vivent en oui, nous en fait ça. oui, oui, tout à fait. Alors, effectivement, Parce qu'on parle de plus en plus voilà. de l'importance du microbiote et de tout Ah ce oui, qui oui. est Bah oui, tout ce qui est microbiote de l'intestin, le c'est la même chose. Est-ce qu'on microbiome. peut penser que des virus finalement sont donc latents même dans l'organisme et peuvent se réveillent donc pas forcément par contagion, mais par d'autres facteurs qui font qu'ils commencent peut-être à proliférer dans l'organisme et à dépasser la quantité gérable par un système Ah oui, immunitaire. c'est tout à fait exact. Parce C'est que, une histoire de terrain. oui, Donc, Antoine Béchamp, qui fut le grand opposant scientifique de Pasteur, avait résumé le terrain et tout, le microbe n'est rien. Alors, je vais prendre un exemple que tout le monde peut comprendre. Une bactérie, elle a, par exemple, un préférendum acido-basique, c'est-à-dire vous avez des bactéries acidophiles et des bactéries basophiles. Quand une bactérie acidophile est mise dans un milieu acide, on a vu par exemple des bactéries qui peuvent vivre, regardez, l'Helicobacter pylori peut arriver à vivre dans des pH très très acides, 1, 2, 3. Eh bien, il y a une forte division bactérienne parce qu'on est sur l'optimum acido-basique. Et c'est comme une courbe de Gauss. Vous voyez, vous avez les extrêmes. Si vous mettez une bactérie acidophile dans un milieu basique, bah, elle va moins se multiplier. Alors, de plus en plus, on s'aperçoit que le postulat de Pasteur ne tient pas vraiment la route. Tous les microbes ne viennent pas de l'extérieur, on en a en nous. Et suivant
des facteurs à la croisée du physiologique et du psychologique, eh bien, on peut avoir une modification du terrain et amener un micro-organisme à s'hyper multiplier, à tel point que effectivement, c'est pas la même chose si vous avez tant de bactéries ou de virus par millilitre et à un moment, vous multipliez par 10 ou 100. C'est ça. Donc, les bactéries sont pas forcément fondamentalement mauvaises pour nous. Mhm. Une bonne bactérie, on arrive à la conclusion qu'elle est plutôt anti-oxydative. Une mauvaise bactérie, elle est pro-oxydative. Et Mhm. donc, de plus en plus, c'est pas l'objet de l'émission, mais on s'aperçoit qu'il y a un point commun dans la plupart des maladies en termes de santé publique, c'est une inflammation chronique de l'intestin, avec plein de Mhm. conséquences à ce niveau-là. Alors, on s'est rendu compte que il y a vraiment une symbiose dans notre organisme, c'est pour ça que Joshua Lederberg parle de super-organisme, et que dans beaucoup de pathologies, il n'y a pas simplement des cellules malades, mais il y a la présence de bactéries, il y a la présence éventuellement de champignons, et tout ça forme une espèce de milieu complémentaire. Oui. Voilà. Et Euh, oui. sur cette idée, parce qu'en fait, donc, à partir de Pasteur, c'est donc l'idée, enfin vraiment du microbe extérieur qui s'est imposé, et puis donc par là l'idée de contagion, et c'est en parlant, en passant, en vraiment en s'appuyant sur l'idée de contagion, qu'on a pu par exemple installer les lois d'exception sanitaire, etc. Donc, qu'en est-il réellement? Est-ce qu'on a une idée finalement de... Parce qu'on nous montre à chaque fois à l'aide d'images de synthèse et autres, des représentations. Voilà, on a le virus, il est fait comme ça. Il y a le premier, la première personne infectée à un moment donné sur un endroit de la planète, et puis par successivement une quantité d'humains voilà, de manière exponentielle. Euh, Tout ça, bon, on avait fait une conférence avec Pierre Chaillot récemment, là, qui avait un petit peu démonté ces choses-là. Vous-même, qu'est-ce que vous en pensez Je pense que il y a des points d'interrogation. Par exemple, pendant la fameuse grippe espagnole de 1918, qui a fait plus de victimes que la Seconde Guerre mondiale, plus de 20 millions de Mhm. victimes, les gens avaient déjà remarqué que la propagation de la contamination se faisait trop rapidement par rapport au déplacement des gens. Donc je pense qu'on n'a pas vraiment tout compris. Et en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que, indépendamment de la vision qu'avait Antoine Béchamp, c'est-à-dire que pour lui, l'élément fondamental du vivant, c'était pas la cellule, mais le microzymas. Une cellule était faite d'un ensemble de microzymas. Il avait résumé sa vision du monde microbien en disant le terrain est tout, le microbe n'est rien. C'est-à-dire que c'est le terrain qui, dégradé, va entraîner une hyperprolifération, une hypoprolifération d'un agent pathogène. Et il allait jusqu'à considérer qu'il y avait un polymorphisme microbien, c'est-à-dire que un virus pouvait donner une bactérie, une bactérie pouvait donner un virus ou un parasite, et qu'il n'y avait pas des règles, ce qu'on appelle Oui, l'hétéromorphisme. Voilà, c'était pas du tout ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à travailler à ce niveau-là. On ne comprend pas tout, la saisonnalité, pourquoi à un moment donné ça arrive. Mais je ferai remarquer que quand on dit j'attrape un coup de froid, oui. c'est moi, quand à une époque, j'ai enseigné dans les grands amphis. Vous savez, les amphis de médecine où il y a 600 étudiants, et je voyais bien que quand on se rapprochait de l'examen, qui était souvent décisif, hein, on allait être médecin ou pas, il y avait des épidémies dans l'amphithéâtre parce que les gens Oui. avaient une défense immunitaire abaissée. Mais oui, c'est ça. Donc, Mhm. quand on développe un rhume, il faudrait se poser la question dans quel état j'étais. C'est ça. Voilà. Et puis, on Faut- reviendra peut-être sur une série d'émissions. Il y a une tendance actuelle à considérer que notre corps est trop faible pour pouvoir venir à bout des agents pathogènes, virus, bactéries, parasites, etc. Il faut le vacciner, le doper. Je crois qu'on a tout en nous pour pouvoir combattre, sinon l'humanité ne serait pas encore là. Et que, au contraire, on doit renforcer notre défense naturelle et innée plutôt que de prendre tout un tas de béquilles C'est qui ça. sont supposées nous souligner qu'on n'est pas assez puissant pour pouvoir résister à
violente nature. En fin de compte, on a tout en nous. Ça pose la question fondamentale de la technique, finalement, parce que la technique en soi, c'est toujours une forme de prothèse, en fait, quelque chose qu'on se rajoute pour pallier à ce qu'on estime être un manque de notre état de nature. Mais en fait, effectivement, comme une béquille, et ensuite, on n'arrive plus, même, on ne sait plus marcher, marcher sans et s'en priver. Donc, c'est un petit peu ça le problème. Et c'est la question, bon, on en avait parlé un petit peu entre nous, mais c'est l'idée, oui, de vers quoi on nous amène. C'est-à-dire, pour finalement faire un homme augmenté, il faut peut-être d'abord qu'on ait un homme diminué. Oui, oui, bien C'est- sûr. Bah ça, c'est typiquement de l'ingénierie sociale. On crée un problème et on prétend le résoudre. Donc, si on diminue, disons, les défenses naturelles de l'homme, eh ben, on est là pour pallier à cette diminution induite. Et donc, on va vous proposer la vaccination ou autre. Alors, de plus en plus, on s'aperçoit que les postulats de Pasteur tiennent pas la route. Pour lui, tous les virus ou bactéries venaient de l'extérieur, les agents pathogènes. C'était plutôt les bactéries à l'époque de Pasteur, alors que pour Béchamp, on avait déjà ça en nous. Ah, lui, À chaque oui, c'est maladie ça. correspondait à une bactérie, c'est faux. Et puis forcément, eh ben, la vaccination était la seule façon de combattre euh, la bactérie. Or, tout ça, on s'aperçoit qu'il y a des bactéries exogènes et des bactéries endogènes, comme il y a des virus exogènes et des virus endogènes. Alors effectivement, la virologie, Didier Raoult l'avait rappelé, c'est pas encore une science achevée. Il y a plein de mystères, notamment cette fameuse contamination. Alors peut-être que il faudrait introduire des dimensions vibratoires. Qu'est-ce qui fait que deux individus vont se contaminer? La peur peut entraîner Eh une oui, perméabilité à ça. Et on a vu, par exemple, le cerveau faisant pas la différence entre le réel et l'imaginaire, il y a une anecdote que beaucoup de gens ont dû entendre. C'est un homme qui pensait être enfermé dans une chambre froide. En fin de compte, la chambre froide était inactive. Il est mort avec les signes physiologiques du froid, quoi. Complètement recroquevillé sur lui, alors que la température n'était pas en dessous de zéro. Vous voyez, comme quoi, voilà. Alors, l'idée, on est bien d'accord, c'est le premier virus avant l'agent pathogène, c'est la peur. La peur abaisse la défense immunitaire. Il y a toute une cascade de oui. conséquences. Ça, c'est des travaux qu'avait menés Henri Laborie. En France, on n'aime pas trop les travaux d'Henri Laborie, même s'il reste un biologiste qui a porté sa touche à l'édifice, mais il avait développé ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons la neuropsycho-immunologie. C'est-à-dire Hmm. que quand vous êtes stressé, vous allez déclencher une sécrétion d'hormones, notamment au niveau de glandes que nous avons au niveau des reins, les corticosurrénales. Vous produisez une famille de molécules qu'on appelle les glucocorticoïdes. La molécule la plus connue de cette famille de molécules, c'est le cortisol, et vous abaissez la défense immunitaire. Si votre Mhm. défense immunitaire est abaissée, bah, vous avez une arme diminuée pour combattre ça. Et je me souviens même, André Loif, prix Nobel de médecine, avec Jacques Monod et François Jacob, c'est eux qui ont découvert les ARN messagers, eh bien, il avait développé un climat masque. Il s'était rendu compte, parce que c'était un spécialiste des virus, que si on apporte au tout début d'une grippe euh, une élévation de la température locale, on fait ce qu'on pourrait appeler une inhalation sèche, eh bien, on tuait le virus qui ne supporte pas une température élevée. Voilà. Alors, c'est Mais ça, pas. je dirais, Voilà. c'est un peu, ça se rapproche de ce que, comme on dit, des remèdes de grand-mère, puisque quand on a une grippe, enfin, souvent, enfin, Mais on on dit fait une surtout, inhalation humide souvent. Là, c'est oui, une c'est vrai, inhalation sèche. Et puis ouais, par la suite, on a rajouté des huiles essentielles. Mais c'était intéressant parce qu'effectivement, André Loif, qui était virologue, s'était rendu compte que passer une certaine température critique, au-delà de oui, 40, c'est les ça. virus sont en difficulté. Donc ça, évidemment, il n'y a pas de risque de détruire la muqueuse nasale, mais ça permettait d'éradiquer dans la porte d'entrée ça. Donc c'est toutes des choses.
qui Mhm. ont été mis sous la porte parce qu'effectivement, on voit bien les avantages d'une pandémie, parce que déjà, vous avez quelque chose qui est international, vous pouvez prendre des mesures comme le confinement, vous pouvez introduire des règlements, voilà, vous pouvez imposer la vaccination et vous pouvez fermer des commerces. Donc, on voit bien que c'est une façon habile de faire ingérence dans l'économie. Et Exactement. donc, voilà. Alors, Oui, une chose sur vous avez parlé, parce que justement, on a vanté, enfin, ce qui a la publicité sur les vaccins Covid, c'était justement la technique ARN messager. Donc, ça signifierait quoi en termes donc de soins? C'est-à-dire, c'est censé faire quoi exactement, en fait? Alors, C'est-à-dire autrefois, on avait des agents pathogènes tués ou atténués qu'on injectait, mais c'était, par exemple, si on prend une bactérie, on l'a atténuée, on l'injecte et vous avez une réaction de la défense immunitaire. On verra ça quand on va aborder la défense immunitaire. Mais là, on a décidé de prendre une toute petite partie du virus au niveau du manteau, voilà, qui est la protéine spike. Mhm, Mais on s'est rendu compte que les ARN messagers parfois étaient défectueux, ils ne produisaient pas la totalité de la protéine spike. Et c'est comme si notre organisme, cette protéine spike d'ailleurs, qui permet au virus de pouvoir pénétrer dans les cellules permissives, bah, même si tu avais éteigné, elle peut s'insérer dans l'ADN. Et c'est comme si en permanence on était soumis à une infection. Donc c'est ça ça. affaiblit. Alors Van der Bosch, qui est un vétérinaire qui avait fait une émission disait c'est comme si on avait instrumentalisé la défense militaire pour combattre la protéine spike. Et s'il y a, je sais pas moi, un virus de la grippe ou un autre agent pathogène, bah, notre défense immunitaire elle est obligée de se partager en deux. Elle va pas Mhm. pleinement attaquer ça. Et quand on parle de la multiplication justement de ces protéines spike, finalement, c'est dû à quoi, en fait? Bah, la question c'est à quoi sert la protéine spike? Je sais pas Non, bien. à quoi? Oui, plutôt, enfin, c'est-à-dire, on a attribué vraiment à la protéine spike le fait que Ben, ça déclenche la euh, synthèse d'anticorps, puisque le but, c'est voilà, de c'est ça. déclencher la synthèse d'anticorps. Et donc, dès qu'il y a un élément étranger qui peut être lié à une bactérie ou à un virus ou un agent pathogène, il y a une synthèse d'anticorps et qui vont combattre l'agent pathogène. Donc là, on a pris une toute petite partie du virus, du Covid-19, cette protéine spike. Et donc, bon, je ne vais pas me répéter ce qui a été dit, hein. Toutes les tentatives pour essayer de faire des thérapies à partir de l'ARN messager ont été vouées à l'échec. On ne sait même Oui. pas la durée de vie d'un ARN messager. Il y a plein de problèmes. D'ailleurs, on l'a vu par la suite. Non, mais Et c'est intéressant de le répéter parce que eux, enfin, comment dire, répètent leur propagande finalement et ils ressortiront toujours les mêmes choses. Donc, on aura toujours besoin, je mais pense, c'est comme le de. virus, c'est assez intéressant parce que le virus, il se multiplie en grand nombre de copies et puis il recommence la même chose dans d'autres Voilà. cellules jusqu'à ce que, effectivement, l'organisme soit complètement débordé. Il y a une Voilà. Et juste. question qui est assez intéressante parce que la question s'est posée d'où viennent les virus? Oui. Alors, il y a une partie des biologistes qui pensent que avant l'ADN, il y avait l'ARN. Et donc, dans Mhm, la soupe primordiale, c'est ainsi qu'on appelle cette espèce de milieu de départ qui aurait été propice à l'émergence de la vie, eh bien, il y aurait une vie à ARN et les virus seraient nés conjointement avec la vie à partir de l'ADN, les cellules eucaryotes ou les bactéries. Il y en a d'autres qui considèrent que les virus, ce sont des gènes qui se sont échappés des cellules eucaryotes et qui ont pris leur autonomie. On pourrait mhm, dire qu'un virus est un élément génétique isolé, mobile et doué de grandes capacités évolutives. Et puis, il y en a mhm, d'autres qui disent que finalement, il y a eu dans l'histoire des génomes des êtres vivants des sortes de simplifications qui auraient entraîné l'évacuation mhm. de certains ADN. En tous les cas, quand on regarde notre ADN humain, il y a 10% de notre ADN qu'on retrouve chez les virus. C'est assez troublant. Donc, ça Et donc, on serait n'a une pas espèce de. vraiment une réponse claire, euh, bien Donc, que ça la... serait une sorte de déchet finalement qui continue de.
Oui, qui a pris son autonomie, qui a pris son c'est-à-dire un autonomie et gène qui... qui a pris son autonomie et qui a fini par être indépendant, alors qu'au début, il était dans un génome d'une cellule. Voilà. Et donc, ça serait ça. Alors, effectivement, on voit bien, bah, les chiffres parlent que la vaccination a entraîné beaucoup d'effets secondaires, hein. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'à chaque fois qu'on veut couvrir un nouvel effet secondaire, on a une nouvelle maladie. Ah oui, Alors, il y a la maladie des sportifs de haut niveau, vous avez la maladie des jeunes femmes qui vont faire une aménorrhée précoce. Enfin, la liste est longue, vous voyez, de nouvelles maladies qu'on a dû introduire. Et c'est quand même assez curieux quand on regarde, il y aurait une espèce de flambée de maladies nouvelles qu'on n'avait pas vues. Bah, c'est quand oui, même beaucoup plus facile d'un point de vue logique de dire il y a une cause à ça, c'est la vaccination, et ça a entraîné des cascades de bien conséquences. sûr. Et ces conséquences, il y a des effets secondaires. Alors, c'est un peu le, comment dirais-je, le reproche que certains microbiologistes ont fait à Pasteur. On voit déjà les mondes microbiens séparés, les bactéries sont séparées des virus, elles-mêmes séparées des cellules, des parasites. Et en fin de compte, on peut se demander si les virus n'ont pas contribué aussi à l'évolution. Ah oui, C'est pas forcément des êtres nuisibles. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a même un médecin allemand, Gartamer, qui considérait que dans certaines pathologies, les microbes nous aident. Ce sont les ouvriers du corps qui viennent aider à la résolution naturelle d'un corps. oui, Et puis, par exemple, on voit bien que prendre une partie d'un ensemble, c'est pas la même chose que prendre c'est ça. l'ensemble atténué ou tué. Et on Mhm. voit bien les conséquences que vous prenez un élément, alors qu'avant, on avait des virus et des bactéries atténués. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'avoir en tête que la taille moyenne d'un virus est 250 nanomètres, bien que on ait découvert des virus géants qu'on appelle des mimivirus ou des mamavirus qu'on a trouvés chez une amibe Entomoeba polyphaga. Et c'est des virus qui peuvent avoir une taille qui va jusqu'au micromètre, millionième de mètre. Et donc, c'est un petit peu, d'ailleurs, Didier Raoult a été un de ceux qui ont travaillé sur les génomes de ces virus. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le séquençage du génome, souvent, on n'a pas la totalité de l'information, donc on fait tourner un programme informatique et il y a des combinaisons. C'est pour ça, d'ailleurs, que je crois peu à la modélisation du vivant. Un exemple, un des prétextes qui a été mis en avant pour développer des laboratoires P4, c'est de dire on va mimer les évolutions que la nature va faire. Mais on ne peut pas mimer des choses qui peuvent aller dans toutes les directions. C'était une façon habile de préparer des armes bactériologiques en disant, voilà, on va essayer de voir comment un virus pourrait euh, évoluer, c'est les fameux mutants. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les rétrovirus, les virus ARN, ont plus de mutations parce que la transcriptase réverse fait plus de dégâts. Ça a été le cas du virus du sida où il y avait beaucoup de mutations à tel point qu'au bout d'un moment, on pouvait considérer qu'un sidéen, à partir de sa souche virale, avait produit ses propres variants. Et la question a été posée, est-ce qu'on peut vacciner? Et non, parce qu'effectivement, il faudrait développer un vaccin pour chaque individu. Hmm. Voilà. Et un vaccin, souvent, le docteur Arthur Verne avait développé ce qu'il appelle la brachrèse, c'est-à-dire quand on impose une contrainte toujours la même au vivant, le vivant finit par s'adapter. Oui, Et on devrait changer de traitement tous les 21 jours. Il s'était rendu compte que dans le paludisme, qui est un agent parasitaire qui va parasiter le foie, les globules rouges et créer les fameuses fièvres propres au paludisme, eh bien, il y avait des modifications, des mutations de certaines protéines sur le parasite tous les 21 jours. Le parasite étant le Plasmodium falciparum.
Donc, et on a vu d'ailleurs que dans le cas des traitements proposés au SIDA, le fait d'avoir une contrainte toujours la même, bah, le virus finit par s'adapter. On peut faire presque une théorie mathématique. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que par exemple, on a utilisé un traitement qui s'appelle l'azidotémidine, l'AZT, qui avait été testé dans les années 60 par la société Glaxo, qui par la suite est devenue Glaxo Wellcome. On a fait ce qu'on appelle un screening. On avait vu qu'il avait des petites propriétés anticancéreuses, mais le prix à payer, c'était un effondrement de la défense immunitaire. Et c'est un peu paradoxal d'un point de vue logique. Je me souviens de mon grand-père regardait la télé et il écoutait ce qui était dit. On disait que la ZT avait des propriétés immunodépressives. Le sida, c'est syndrome d'immunodéficience acquise. Comment soigner une maladie euh, déficiente au niveau immunitaire par un produit, une arme qui est elle-même immunodéficiente? Vous voyez, c'est un peu Oui, les paradoxes. Et donc, euh, voilà. Et donc, il y a beaucoup de réflexions à avoir parce que finalement, on retrouve Jean Delumeau, qui était un historien médiévaliste, les grandes peurs du Moyen Âge. On retrouve ces grandes peurs avec tous les délires. Si on pourrait faire une émission sur les mesures qui avaient été prises pour les lépreux, la lèpre, oui, voilà, et comment ça s'est organisé et comment effectivement ça a été une façon habile de récupérer le bien des lépreux parce que les lépreux perdaient leurs biens et leurs ah enfants oui. devenaient ce qu'on appelle au niveau juridique usufruitiers et non pas nus propriétaires. Et Mhm. donc ils avaient une crécelle, ils étaient les parias. Et donc c'est une façon habile bah, de partager la population en deux. Il y a ceux qui sont supposés être contaminés, ceux qui ne le sont pas. On a eu quand même quelque chose d'assez comique, c'est les malades asymptomatiques. Oui, Donc, ça Mm. rappelle la phrase du docteur Clock, la fameuse pièce de Jules Romain, tout Oui, bien tout portant est un malade qui la s'ignore. maladie. Voilà. Et en parlant avec des vieux médecins, enfin des médecins qui ont quand même du métier, ils disaient, bon, pour parler de maladie, il faut examiner le patient. On ne peut pas avoir un patient asymptomatique, parce que sinon, à ce moment-là, tout individu bien portant est porteur d'une maladie potentielle. Oui. Mais ça, bon, ça a été longuement traité pendant l'épisode Covid, mais bon, ça pose la question effectivement de l'autorité, de la légitimité, on pourrait dire de la caste sacerdotale contemporaine que sont les scientifiques, les médecins, etc., qui ont une espèce de charisme pour la plupart des gens qui est, qui est celui qui était autrefois le charisme du prêtre ou de l'homme de religion. Donc Oui, ben, on peut dire que la religion du monde occidental, la religion du XXIe siècle, c'est la science c'est la actuellement. science, voilà. Voilà, et donc les grands prêtres sont les scientifiques. Mais on a eu, enfin, on va pas revenir dessus, ça a été abondamment commenté. On a eu des médecins de plateau, enfin des gens qui Oui, n'avaient pas de véritables compétences, et la suite l'a prouvé, que ce soit le remdesivir, etc., ou l'hydroxychloroquine. Donc, ce qui est pour moi important, c'est que les gens aient une idée un peu de ce que c'est un virus, qui comprennent comment ça fonctionne et qui voient un petit peu le parallélisme avec ce qui se passe, puisque finalement, c'est un mode de fonctionnement, un parasite obligatoire. Euh, oui, euh, on peut presque dire que les médias sont des parasites informationnels qui viennent s'insérer dans la tête des gens pour leur donner des idées toutes faites. Ça me fait penser à la phrase du poète Rainer Maria Rilke qui disait le futur s'infiltre en nous longtemps avant son arrivée afin de s'y préparer une place. oui. Voilà. Et c'est amusant d'ailleurs de voir que c'est presque devenu un sujet pour Netflix, ces pandémies. Ah oui, c'est ça, oui. Voilà, je Bah, pensais parce qu'il y a une parler. préparation des populations, hein, Voilà, bah, il y a eu des films qui sont sortis en salle. Je suis une légende où on avait Oui, c'est ça. le remède contre le cancer et puis on vaccinait, puis effectivement on transformait les gens en zombies ou l'armée des 12 singes, enfin, et puis toutes ces séries Netflix qui ont été proposées.
Alors, il ne faut pas que les gens soient découragés parce qu'on leur fait croire que la virologie, il faut avoir atteint un summum de connaissances pour pouvoir comprendre. C'est assez simple, il y a un matériel génétique. Le virus n'est pas en mesure de s'auto-reproduire, il parasite une cellule, il détourne la cellule à son service. Deux types de matériel génétique, ARN, ADN, soit il Mhm, s'insère dans le noyau virus ADN, soit il utilise la machinerie cellulaire pour amener la cellule à produire les éléments qui vont être à l'origine de sa perte. mhm. Voilà. Et c'est un peu, comment dirais-je, il y a un peu une logique mortifère, puisque le parasite finit par tuer. Vous voyez, certains ont Oui. même envisagé que c'était le cas d'un médecin, le docteur Solomidas, que le cancer, il appelait ça un cancron. C'était une sorte pour lui symboliquement de parasite. Mais il finit par détruire le cancéreux et le cancéreux en mourant entraîne également la mort La du mort du parasite. parasite, La mort du c'est parasite. ça. Donc, C'est pour ça que le parasite doit constamment chercher de nouveaux hôtes à parasiter, en fait. ah voilà, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le parasite a besoin d'un réservoir. Il peut rester silencieux pendant des années et il a besoin d'un organisme vivant. Il est dans un état latent. Mhm. Et puis à un moment donné, les conditions lui permettent de s'exprimer ou de passer d'un individu à l'autre. Il peut y avoir, bah, dans le cas du monkeypox, bah, c'est le Mpox, c'est un virus qu'on trouvait chez les singes avec des pustules et puis il a évolué. Curieusement, ils ont évolué. On a vu, effectivement, c'est un peu une extension des laboratoires P4, c'est qu'on avait des gains de fonction. Alors, c'est pas C'est ce que toujours j'ai. Oui, voilà, un ajout de, de, de matériel génétique, ça peut être aussi enlever une partie du matériel génétique. Et donc, à ce moment-là, vous oui, perturbez la régulation et vous amenez un virus à être plus virulent, plus mortel. oui, Voilà. oui, oui. Oui, vous le déréglez en quelque sorte et il va y Alors c'est avoir. assez curieux, d'ailleurs, on viendra à ça, sur que le monkeypox, qui n'avait pas de transmission ARN, finit maintenant par être présenté comme un virus qui fonctionne par transmission aérienne. Ça fait plus peur, alors qu'avant, c'était une transmission sanguine. Oui, oui, oui. C'est ça. Voilà. Bah, de toute Donc, façon. c'est sûr que on est rentré dans des guerres bactériologiques, des guerres virologiques, des guerres microbiennes, et que effectivement, le but, c'est d'avoir une emprise sur la circulation des individus et pouvoir jouer et abuser de ça, quoi. Alors, je vais prendre juste peut-être pour conclure un exemple. Par exemple, quand vous aviez le fameux Peter Daszak de EcoHealth Alliance, qui, dès les années 2000, on retrouve les documentaires sur la BBC, on le voit aller dans les grottes, les cavernes en Chine. Et justement, il explique qu'un jour, de ces cavernes-là, risque de sortir le virus qui pourrait anéantir toute une partie de l'humanité, etc. Et ça, c'était, on va dire, une quinzaine d'années avant le Covid. On retrouvera la même personne active auprès de Fauci, auprès de, enfin, tout ce qui a Oui, été bien sûr. documenté. Mais quand ils expliquent qu'ils vont justement chercher donc ce que vont comment dire dans les excréments de chauves-souris, de toutes sortes d'animaux, etc. Est-ce que c'est réellement cela la recherche qu'ils font, ou est-ce que c'est une recherche qui masque autre chose? Enfin, est-ce que c'est ça Bah, je crois le que principe de virologie? c'est de trouver des virus méchants et de les rendre encore plus méchants. Donc, Voilà, c'est ça en fait. voilà. En fin de compte, on voit bien, on ne peut pas prévoir ce que la nature fera comme évolution. Vous voyez ce que je veux dire? La nature C'est est ça. imprévisible. Donc, induire avec un raisonnement humain un type de mutation, ça a été le prétexte de faire des recherches P4. Moi, j'ai toujours été contre les recherches P4 parce que on ne pourra jamais prévoir ce que la nature aura prévu, puisqu'elle est capable de générer des milliards et des milliards et des milliards de combinaisons possibles. Donc, voilà. Je crois que les, les gens doivent se rendre compte que la virologie ou la bactériologie sont devenues des armes politiques. D'ailleurs, maintenant, on a des armes biologiques qui tiennent compte des ethnies. On peut avoir des armes dirigées avec un ciblage. Donc, on est vraiment dans une nouvelle forme de guerre. Bon, on sait que les guerres bactériologiques
ont existé. Regardez, on a eu des guerres chimiques. Le gaz hypérique, le gaz moutarde a été une façon de tuer des individus en dehors du fusil, de la baïonnette, Oui, puis on avait en les les faisant fameuses des couvertures problèmes infectées qui étaient. respiratoires. L'appareil pulmonaire était détruit, quoi. Donc voilà, on a évolué de l'arme chimique, on est passé à l'arme biologique et tour à tour. Bon, on avait regardé au tout début, ça avait été mentionné, il y avait un rapport de la Fondation Rockefeller où ils envisageaient un virus, le virus Ebola ou le virus de Marburg, qui génère des fièvres hémorragiques. Et effectivement, ce qui était assez éclairant dans le rapport, les pays, évidemment, mettaient des mesures et le pays qui avait le plus de résultats, c'était la Chine, parce que les citoyens sont surveillés, parce que les gens sont inconséquents, ils sont pas obéissants et donc il fallait une, comment dirais-je, une politique très surveillante avec traçabilité pour pouvoir tracer chacun des citoyens. Oui, Moi, je pense que plus on a peur, plus déjà on abaisse sa défense immunitaire. oui, Je crois que bon, on peut multiplier. À un moment donné, on nous parlait du permafrost où la fonte des glaces allait libérer des virus qui avaient 200 millions d'années. oui, Euh, oui, voilà, donc je dirais que la nature est bien faite et que il n'y a pas forcément de de pandémies comme ça qui exploseraient de par le monde parce qu'on a trouvé un virus dans un permafrost, dans une grotte, dans une chauve-souris. Je sais que dans le cas du sida, on avait trouvé bien avant que la pandémie existe le virus du sida dans du sang sur des patients qui avaient été congelés, quoi. Donc mhm, les réservoirs étaient restés muets. Alors c'est vrai oui, qu'on a plus maintenant de contacts. Mais si on revient à ce qu'on a dit, le terrain est tout, le microbe n'est rien, eh ben, on a une arme qui est beaucoup plus intelligente que l'arme de la vaccination. Si on prend par exemple le virus de la grippe, ça mute tout le temps. Le vaccin qu'on nous présente, c'est une version précédente de c'est l'actuelle ça. version. Donc c'est une Donc, aberration déjà. bah, on a habitué les gens à être vaccinés et ils sont pas plus protégés. On nous dit, bah, vous l'aurez moins fort. Bah non, on voit bien que ça n'a pas C'est marché. ça. Mm. Voilà. Donc, on est rentré dans une espèce de formatage depuis des années où les gens, ne sachant pas trop ce que tu un virus, Oui, sa taille, qu'on pouvait le combattre uniquement en faisant augmenter la défense immunitaire. La défense immunitaire, elle est double, on le verra. Elle est soit dite humorale, elle passe par les anticorps, c'est à peu près un dixième de la défense immunitaire, ou elle est cellulaire. Quand on vaccine, mhm, on fait monter la défense immunitaire, on va dire humorale, donc en termes d'anticorps. Donc, il y a plein de... Je crois que prendre beaucoup plus de vitamine C, le prix Nobel Linus Pauling l'avait montré, mais plusieurs grammes de vitamine C, qui est une vitamine hydrosoluble, ça peut être une façon de combattre ça. Et puis, à force d'avoir peur de tout, on finit par vivre dans un monde complètement aseptisé. oui, C'est un peu ce qui se passe. On s'est rendu compte que plus les enfants étaient dans un monde aseptisé, où on a peur de tout, du microbe, etc., ils sont beaucoup plus fragiles que les gens qui vivent, j'allais dire, dans les bidonvilles, qui, eux, sont, entre guillemets, et oui. sollicités. Les attaques virales, quand on garde un bébé, c'est une façon aussi de faire sa défense immunitaire. Donc, on a besoin Mhm. aussi de stimuler notre défense immunitaire. Et donc, Et, évidemment, plus on vieillit, plus effectivement la sollicitation est plus difficile à supporter, mais voilà. Et puis, je crois que on a plein d'autres moyens qui viendraient compléter, parce que je suis pas, comment dirais-je, on va pas faire une fixation sur la vaccination, mais c'est une façon parmi d'autres. ouais. Puis il y a cette idée, je pense que vous parliez enfin, le mythe qu'émergerait à un moment donné une espèce de super virus qui exterminerait une partie de l'humanité. Bon, déjà, il y a cette idée que ce qu'on constate, c'est que plus les virus sont virulents, plus la contagion enfin, est moindre, Ça, apparemment.
Donc, Oui, oui, c'est vrai. déjà, c'est antinomique. Et en plus, c'est un petit peu donc, effectivement, c'est un petit peu la préparation des esprits où d'un côté, on vous dit, il va se passer ça. Puis d'un autre côté, comme vous l'avez dit, ben, on fait des laboratoires dans lesquels on recherche précisément des vecteurs de guerre biologique qui pourraient être avoir cet effet-là. Et il y a comment dire, en arrière-fond, en ligne d'horizon, même en horizon d'attente, cette espèce, ce fantasme des élites mondialistes qui est la réduction massive de la population, Oui, parce qu'ils ont un problème de fond avec le vivant même, hein, enfin, et le fait qu'ils ne contrôlent pas complètement les choses, et ils ont une espèce de fantasme de contrôle et de toute puissance qui, euh, qui les pousse à fabriquer ce genre de mythes et à préparer, donc c'est une lutte des classes, hein, les populations dont ils auraient théoriquement la gestion, bien, ils nous préparent à admettre ces choses-là, en fait, oui, et à oui, admettre ben, ça a l'idée de notre été propre jusqu'à extermination, quoi. Klaus Schwab dans son livre La Révolution industrielle 4.0 et puis le Grand Reset suggérait que effectivement les grandes épidémies de peste, etc., avaient préparé la Renaissance. En gros, c'était un reset qui permettait d'avoir Ça. une espèce de renouveau. Oui, alors c'est assez intéressant. Quand on regarde la mentalité de l'homme occidental, bah déjà, si on prend la chrétienté, qui est devenue le catholicisme, ils ont voulu comment dirais-je, se démarquer du paganisme. Et les païens étaient des hommes au départ qui vivaient dans les bois, les forêts, etc. Au tout départ. Et donc, quand on regarde l'imaginaire occidental, il y a une espèce de méfiance de la nature et de la forêt. Faut pas oublier Mhm, que forêt, ça vient du latin forestare, c'était le territoire interdit. Ça a mhm, été tour à tour le territoire des chasses royales. C'est le terrain de Merlin l'Enchanteur, qui manie, ça va on le dire, des forces pas catholiques. Donc, arrive le discours de la méthode de René Descartes, qui nous dit être comme maître et possesseur de la nature. mhm, 1636. Donc, c'est aussi une interprétation de la Bible, maîtriser la nature, croissez et multipliez-vous. Et donc, il y a eu une volonté de maîtriser la nature parce que l'homme occidental a peur de la surpuissance de la nature. Ça, c'est très vrai. Alfred Adler disait que l'homme occidental est soumis à un complexe d'infériorité vis-à-vis de la nature. Elle est forte, il ne peut pas la dominer, il ne la comprend pas toujours. Donc le premier volet, ça a été les organismes génétiquement modifiés animaux et végétaux, qui était mhm. une façon de contrôler la nature. Quand on ne peut pas contrôler une nature telle qu'elle est, on la reconstitue en quelque sorte, on la modifie. Et puis maintenant, bah, on a le transhumanisme, qui est Oui. une forme de reprise en main de la nature où cette fois-ci, on a amplifié l'action sur le programme génétique, vous voyez, l'information. Donc, c'est vrai que l'homme occidental a une relation paranoïde avec la nature. Alors, évidemment, quand je dis ça, c'est inconscient, hein, alors que d'autres sociétés ont plutôt une relation d'alliance avec la nature. Si on prend les peuples dits traditionnels, les peuples racines, les peuples premiers, ils savent que si on prend quelque chose de la nature, il faut lui redonner. Regardez, au fur et à mesure, le paysan est devenu un exploitant agricole. Il exploite la nature. Donc, Oui. il y a quelque chose qui est de cet ordre où il y a une méfiance de la nature. Et donc, si on extrait les éléments considérés comme méchants parce que déséquilibrés, c'est ça, parce Mhm. que c'est une question d'équilibre, bah, le virus, la bactérie devient un élément et qu'il faut combattre, comme à une époque, on faisait de l'exorcisme, c'est une sorte d'exorcisme viral. Oui, Voilà. c'est ça. Mais la problématique de base, c'est toujours la même, c'est le rapport de l'homme à la mort, en fait, hein. Donc, soit on résout cette question bah, de manière spirituelle, soit on s'engage sur la voie effectivement, essayer de résoudre les choses au forceps et par la technique, qui en fait est impossible, parce que ça nous dépasse. Et donc, ça demande une certaine humilité que, Une certaine effectivement, sagesse, je dirais. Le biologiste Jean Rostand, dans ses carnets d'un biologiste, disait La science a fait de nous des dieux avant que nous fussions devenus des dieux.
Donc on a Oui, donné à l'homme occidental une espèce de surpuissance scientifique et technologique, mais il n'a pas la sagesse oui. pour pouvoir utiliser cette puissance technologique et scientifique dans la bonne direction. Et puis, bah, il y a plein de choses qu'on ne Bah, maîtrise pas. Par exemple, le fait d'insérer, vous voyez, un génome étranger dans la transgénèse animale ou végétale, bah, ça entraîne plus de mutations de part et d'autre du gène inséré. Il y a même des travaux d'un biomathématicien qui s'appelle Jean-Claude Pérez qui a montré qu'il y a un supracode, c'est-à-dire que les gènes obéissent à la suite de Fibonacci. Alors, la suite de Fibonacci, je rappelle à nos éditeurs, vous prenez 1 et vous faites la somme, ça donne 2. Puis 1 et 2 ça donne 3. Donc, à chaque fois que vous avez un thème supérieur, c'est la somme des deux termes précédents. Et donc, vous avez 1, 3, 5, 8, 13, 21, 35, etc. Et donc, plus vous allez loin et que vous faites le rapport de deux chiffres successifs, le plus grand sur le plus petit, bah, vous tendez vers le nombre d'heures, 618. Donc, il y a quelque chose qui est assez amusant, c'est de voir que l'ADN, on peut la voir comme quelque chose qui a une dimension vibratoire. Et deuxièmement, quand on insère au petit bonheur la chance un génome, on va perturber le supracode et la nature veut retrouver son équilibre de départ et elle accélère la mutation. On a dit que le tango, c'est un désir éternellement désir. On pourrait dire que dans le cas de certains virus qui ont été modifiés, c'est une mutation éternellement mutation, comme si le virus mutait pour essayer de trouver le Hmm. supracode où il Oui, retrouve une situation proche de la suite de Fibonacci. Donc, dans les facteurs, ce n'est pas l'objet de l'émission, mais qui pourraient nous donner d'autres pistes sur la propagation des épidémies, il y a la dimension vibratoire, il y a la dimension de la pensée, il n'y a pas simplement, ça bien c'est une sûr. vision très newtonienne, il y a des postillons, et puis Oui, voilà, oui, c'est ça. Hmm. la personne le prend, et puis terminé, elle est contaminée. Mais, On voit bien, ça dépend de la charge virale. Un postillon, combien de particules il a, ça dépend oui, du degré de développement viral chez la personne. Alors, je l'ai dit en introduction, évidemment, j'ai pas voulu rentrer dans les microsimas, même si c'est oui, les exosons. C'est un parti pris parce que finalement, comme on est soumis à une propagande où on nous parle de virus, bah, il faut mieux comprendre l'arme de ses ennemis pour pouvoir mieux agir et prendre ses décisions avec discernement. Alors, on verra des exemples plus concrets de virus et on verra les pandémies. On fera un peu un parallélisme entre les grandes épidémies qui ont bouleversé la vie des hommes, puis la grande épidémie auquel on a été soumis, le Covid-19, qui a quand même fortement modifié la situation sur Terre, puisqu'il y a toute une reconstruction géopolitique, une reconstruction économique. Et tout ça a été impulsé au départ par un virus. parfait. Merci Philippe Bobola et à bientôt Bah, merci Pierre-Antoine pour de m'avoir de reçu et prochaines, permis de m'exprimer. Et puis à une prochaine fois. à une prochaine fois. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.